Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour faire fructifier son épargne? Quel placement privilégier pour se constituer un patrimoine? Au programme, 5 matinales, 15 lives, 25 partenaires. Quelle que soit votre problématique patrimoniale, retrouvez durant toute la semaine les décryptages et les conseils de nos experts. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Hier, on a parlé de patrimoine, on a vu comment se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, on va parler impôts, ou plutôt comment réduire ses impôts. Alors certes, il y a un peu moins de la moitié des Français maintenant qui paient un impôt sur le revenu, mais pour les autres, ça fait quand même un petit peu mal, puisque la première tranche marginale d'imposition a certes été abaissée à 14%, mais la deuxième, on est à 30%, la troisième, on est à 41%, et la quatrième, on est à 45% d'imposition. Or, il existe des moyens, alors attention, bien sûr, tout à fait légaux, hein. On parle bien sûr de choses qui sont dans la légalité, qui sont prévues par la loi, pour réduire son imposition. On peut utiliser l'investissement, on le verra notamment pour défiscaliser. On peut également utiliser son épargne financière pour réduire son impôt sur le revenu. Eh bien, pour en parler, dans un premier temps, on va commencer par la parole d'expert. Réduire ses impôts. La parole d'expert avec CG Finance. Christophe Goudal, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, Christophe, CG Finance ? Oui, bien évidemment. Donc, CG Finance, c'est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine que j'ai fondée en 2014. Indépendante signifie que 100% du capital est détenu par ses associés. Ce qui est important pour nos clients, car cela assure en fait une objectivité. On peut travailler avec toutes les banques, les sociétés de gestion et les assureurs. Aujourd'hui, CG Finance, nous sommes 10 personnes au conseil d'un peu plus de 500 familles et nous gérons environ 150 millions d'encours. Nous avons des bureaux à Sophia Antipolis, le siège social, à Nantes, à Paris et aux États-Unis. Trois actualités chez CG Finance. Tout d'abord, nous avons signé au mois de décembre un partenariat avec l'association APF France Handicap. Et à travers ce partenariat, en fait, nous rétrocédons une partie des frais de gestion que nous percevons pour un fonds d'investissement que nous avons créé il y a 2 ans pour nos clients. Ensuite, depuis une dizaine de jours, et nous sommes ravis d'annoncer cela, nous sommes le sponsor officiel de Fiona Ferro, qui est en fait la joueuse de tennis numéro 1 en France. Donc nous sommes ravis et elle joue en fait à Miami à partir d'aujourd'hui. Donc il faut suivre ces matchs. Et enfin, nous sommes en train d'être certifiés pour la qualité du service client par Bureau Veritas. Voilà, et je crois que vous serez le premier cabinet en gestion de patrimoine indépendant à être certifié pour la qualité de vos services. Tout à fait. Parfait, très bien. Avant de parler de défiscalisation, est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, la différence entre les réductions d'impôts et les crédits d'impôts? Tout à fait. Alors, concernant les réductions et les crédits d'impôt, donc ce qui est important de noter, c'est que les deux viennent en déduction de l'impôt à payer. Mais la grande différence, c'est que le crédit d'impôt, s'il est supérieur au montant de votre impôt à payer, eh bien vous allez recevoir tout simplement un chèque de la part du fisc. Donc on peut peut-être définir rapidement les principaux crédits d'impôt et réductions d'impôt. Tout à fait. Donc les crédits d'impôt, vous avez la garde d'enfants à domicile, l'emploi d'un salarié à domicile et les travaux crédit impôt transition écologique de votre résidence principale. Et les principales réductions d'impôts, ce sont les dons, la loi Pinel, on en parlera je pense après, et les investissements dans les FIP, FCPI. D'accord. Alors, il y a les dons aux associations. Vous avez parlé aussi de votre mouvement caritatif, justement. Donc, il y a des dons aux associations. On va peut-être le rappeler compte tenu du contexte de crise sanitaire où les associations et les fondations ont particulièrement besoin de soutien. Il y a plusieurs réductions d'impôts. Enfin, là, c'est du crédit d'impôt, pardon. Là, c'est du crédit d'impôt pour les associations. Il y a 2 types de crédits. Oui, alors concernant les associations, c'est bien une réduction d'impôt. Attention, c'est une réduction d'impôt. Ah d'accord, je croyais que c'était un crédit d'impôt. D'accord. Non, c'est une réduction d'impôt. Alors, ce qui est peut-être important à noter en introduction, c'est que ces différentes stratégies, on va dire, qui permettent de réduire l'impôt, sont soumises à ce qu'on appelle un plafonnement des niches fiscales.
C'est-à-dire que les différentes opérations que vous allez mettre en place pour réduire votre impôt sont plafonnées à 10 000 euros d'avantage fiscal. Et pour 2 d'entre elles, les Sofica et tout ce qui est investissement outre-mer, le plafond monte à 18 000 euros. Alors concernant les dons, si vous faites un don à un organisme d'intérêt général, vous avez le droit à une réduction d'impôt qui est égale à 66% du montant que vous allez donner, avec un plafond de 20% de vos revenus imposables. Et si vous faites un don à une association d'aide aux personnes en difficulté, dans ces cas-là, la réduction d'impôt est de 75% dans la limite de 1 000 euros de dons. Voilà, vous faites référence au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, voilà, au Secours populaire, au Secours catholique. D'accord, très bien, parfait. Vous avez vu que ça y est, la campagne de déclaration fiscale va prochainement commencer. Le gouvernement a annoncé que ça allait démarrer le 8 avril. Il y a la fameuse question tous les ans que les parents se posent. Est-ce qu'il faut que je rattache mon enfant majeur à mon foyer fiscal ou pas? Très bonne question. Et la réponse est extrêmement simple, vous allez voir. Alors tout d'abord, un enfant majeur, normalement, doit faire sa propre déclaration d'impôt. Néanmoins, si votre enfant a moins de 21 ans ou bien moins de 25 ans s'il poursuit ses études, eh bien, vous pouvez décider de le rattacher à votre foyer fiscal. En fait, le calcul est simple. Lorsque vous rattachez votre enfant, la demi-part fiscale, comme ça s'appelle comme ça, c'est pas très beau, la demi-part fiscale vous apporte un avantage fiscal qui est plafonné à 1 570 euros. Si vous décidiez de ne pas rattacher votre enfant, vous avez le droit de déduire une pension de votre revenu imposable. Donc, vous avez le droit de déduire une pension qui est égale pour cette année à 5 959 euros. Donc, si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30% ou au-dessus, et vous avez tout intérêt à ne pas rattacher votre enfant, parce que pour faire un calcul et arrondir, si on dit que la pension alimentaire déductible est de 6 000 euros, 5 959, 6 000 euros à 30%, l'avantage fiscal est de l'ordre de 1 800 euros, alors que je le rappelle, le gain de la demi-part est plafonné à 1 570 euros. D'accord, merci, c'est très clair. Et puis merci beaucoup parce que c'est souvent une question qui revient très très souvent au moment de la déclaration de revenus. Alors, on a pu poser également pour mes enfants. D'accord. On a parlé effectivement des dispositions du régime commun qu'on retrouve d'ailleurs dans sa déclaration d'impôt assez facilement. Il existe aussi des placements pour défiscaliser. Est-ce que vous pouvez nous les lister alors assez rapidement, parce que je vous cache pas qu'après il y aura des ateliers. Voilà, il va y avoir des ateliers à suivre. On va rentrer dans chaque dispositif. Donc, quels sont les principaux placements? Oui. Juste avant de parler des placements, je vais aller assez rapidement. Juste peut-être préciser également il y a en effet les déclarations qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas que si vous employez un salarié à domicile, ça vous apporte en fait une réduction d'impôt à hauteur de 50%. Des sommes que vous versez à votre employé au domicile avec un plafond à 12 000 euros qui peut être majoré jusqu'à 15 000 euros en fonction du nombre de personnes à la charge fiscale. Voilà, juste une précision. Et ça peut être aussi pour les cours particuliers. Ça peut être aussi pour les cours particuliers. On oublie aussi de le dire. Alors, concernant les investissements, donc il y a 2 grands types. Il y a les investissements immobiliers. Alors, je vais faire vite les 3 principaux. Vous avez la fameuse loi Pinel qui vous apporte une réduction d'impôt qui est au maximum de 21% avec un plafond de 300 000 euros d'investissement et le tout étalé sur 9 ans. Je ne rentre pas dans le détail, je sais que vous avez des spécialistes qui vont en parler ensuite. Vous avez également le Censi-Bouvard. Donc le Censi-Bouvard, vous investissez dans des résidences de services, dans des EHPAD, et ça vous apporte une réduction d'impôt qui est égale à 11%, toujours avec un plafond d'investissement de 300 000 euros, et cet avantage fiscal est étalé sur 9 ans. Et enfin, vous avez la loi qu'on appelle le De Normandie. C'est le même avantage fiscal que la Pinel, mais c'est réservé aux investissements dans l'immobilier ancien. Et là, une des conditions, c'est que les travaux doivent représenter au minimum 25% du montant de votre acquisition immobilière. Oui, ça le De Normandie, c'est le petit dernier, en fait. Exactement. C'est exactement. Ça. C'est quoi, vous prenez le nom du ministre actuel. Exactement. Et en général, vous avez la nouvelle loi. Voilà, c'est très simple. Oui, si vous êtes ministre du Logement et si vous n'avez pas un dispositif à votre nom, c'est parce que vous n'avez pas réussi, en fait, quelque part. Ah là, vous avez loupé votre carrière. C'est ça. On est d'accord. Ensuite, vous avez des investissements financiers.
Donc les plus connus, ce sont les FIP, FCPI, donc fonds d'investissement de proximité et fonds communs de placement dans l'innovation. Donc ces fonds vous offrent une réduction d'impôt qui est égale à 25% avec un plafond pour un couple de 24 000 euros. Donc en fait, ça fait une réduction d'impôt maximum de 6 000 euros. N'oubliez pas, je me permets d'insister, si vous dites, tiens, je sais très bien, je vais mettre 24 000 euros, j'ai le droit à une réduction d'impôt de 6 000 euros, mais que par ailleurs, vous avez une nounou, vous avez quelqu'un à domicile et que vous mettez au plafond également, à un moment donné, vous allez avoir des réductions d'impôt qui vont dépasser votre impôt, potentiellement. Et je vous rappelle que vous ne pouvez pas aussi déduire plus de 10 000 euros de réduction d'impôt. Il y a le plafond des niches fiscales. Donc, il faut vraiment faire attention avant d'écouter les sirènes de certains conseillers qui mettent en avant cette défiscalisation. Autre investissement dans le cadre des PME, là c'est d'investir en direct dans une PME. Vous allez directement voir un dirigeant d'entreprise, je schématise, et vous investissez au capital de sa société. Et bien dans ces cas-là, la réduction d'impôt est égale à 25% toujours, mais le plafond pour un couple est de 100 000 euros. D'accord, donc ça c'est la réduction Madelin qui a été reconduite. Ce qui était pas... Exactement, ce qui n'était pas du tout évident au départ, mais en fait qui a été finalement reconduit. Et en plus, c'est bon pour... Oui, c'est bon pour l'économie réelle, c'est bon pour le financement des petites et moyennes entreprises. Exactement. D'accord. Alors après, il y a un autre investissement, là c'est plus vraiment de la réduction d'impôt, c'est ce qu'on appelle le plan épargne retraite, qui a été mis en place dans le cadre de la loi Pacte en 2019. Donc là, en fait, c'est pas une réduction d'impôt en soi, c'est que les sommes que vous allez investir au sein de votre plan épargne retraite sont déduites de vos revenus imposables. Et le plafond est le suivant, c'est 10% de votre revenu net imposable. Pour cette année, en fait, il y a un plafond qui est de 32 908 euros. Il est en fait lié au plafond du plafond de la sécurité sociale, pardon. Et il y a un minimum que vous pouvez investir, même si vos revenus sont inférieurs à 41 000 euros. Il y a un minimum, vous pouvez mettre au minimum 4 113 euros au sein de votre PER. Donc comment ça fonctionne? C'est simple. Imaginons que vous ayez 50 000 euros de revenus imposables, vous versez 5 000 euros sur votre PER, et bien vous aurez revenu imposable 50 000 euros, investissement sur le PER 5 000, et donc ça va venir déduire vos revenus imposables. Donc le PER est surtout intéressant pour les investisseurs, les contribuables qui ont une tranche marginale d'imposition au moins de 30%. Parce que lorsqu'on va ressortir les capitaux du PER à la retraite, alors ça c'est la grande nouveauté par rapport au PERP, plan épargne retraite populaire qui existait auparavant, vous pouvez sortir qu'en rente. Là, si vous le souhaitez, lorsque vous serez à la retraite, vous pouvez sortir en capital de PER. Mais, c'est important, les sommes investies qui vous ont octroyé un avantage fiscal seront imposables sur vos revenus lorsque vous les récupérez lorsque vous serez à la retraite. Donc idéalement, il faut on investit dans le PER lorsqu'on a une tranche marginale, lorsqu'on a une activité d'au moins 30%, voire 41 ou 45%, en se disant que lorsqu'on sera à la retraite, eh bien notre tranche marginale d'imposition va baisser parce que nos revenus de remplacement vont bien sûr baisser. Oui, ce qu'il faut savoir d'une manière générale, c'est que si on a un avantage fiscal à l'entrée, on ne l'a pas à la sortie. On ne peut pas avoir fromage et dessert, en gros. Enfin, pour faire simple. L'intérêt aussi de l'épargne retraite, c'est que la déduction dont vous parlez, elle peut être, si vous l'avez pas totalement utilisée, vous pouvez en fait la lisser dans le temps, vous pouvez la reporter jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi. En effet, vous pouvez investir sur votre PER 10% du revenu net imposable de l'année en cours. Et vous pouvez également utiliser les 3 dernières années que vous n'avez pas utilisées. Exactement. Et si vous êtes marié ou pacsé, que vous déclarez en commun vos revenus, vous pouvez bénéficier aussi de l'enveloppe de déduction de votre partenaire de Pacs ou de votre conjoint marié. Exactement. Ok, très bien, parfait. Est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine comme vous, est-ce qu'il peut donner des conseils fiscaux? Est-ce qu'il a la compétence? Est-ce qu'il est habilité à pouvoir de donner des conseils fiscaux? Oui, tout à fait. Pour pouvoir donner du conseil juridique et fiscal, il faut avoir ce qu'on appelle la compétence juridique appropriée que vous obtenez grâce en fait à une expérience et surtout grâce à des diplômes. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir un fiscaliste. Ouais. Non, pas du tout. D'accord. Mais c'est quand même important d'aller voir des gens bien formés, qui connaissent bien la fiscalité, pour ne pas se tromper dans ses investissements. Est-ce qu'il faut toujours prendre rendez-vous avec son service des impôts pour valider ses choix en amont? Non,
pas pour les opérations qu'on vient de citer. C'est vraiment des choses où on a l'habitude de traiter ce type d'opération. D'accord. Et au final, est-ce que la défiscalisation, est-ce que c'est rentable ? Alors la question peut paraître naïve, mais on fait appel à des conseils qu'on paye. Certains placements sont risqués. Au final, est-ce que défiscaliser, ça vaut le coup ? Alors ça me rappelle lorsqu'on a préparé notre émission, je vous ai dit tout ce que je pensais de la défiscalisation. Je vais vous donner 2 chiffres. Très simple. Un qui vient de France Invest. France Invest qui est l'association qui fédère les sociétés de capital investissement. Donc toutes ces sociétés qui créent et qui gèrent des FIP, des FCPI. La dernière étude date de 2018 sur les fonds qui ont été clôturés, donc là qui ont rendu l'argent aux investisseurs. Eh bien, sur tous les fonds de capital risque, FIP, FCPI, à 2018, le TRI annuel, donc le rendement annuel, était de moins 2,2%. Ça, c'est la réalité. Je pense que plusieurs auditeurs ont dû investir dans des FIP, FCPI il y a des années et se sont rendus compte que, en fait, ils ont perdu plus que l'avantage fiscal. Premier point. Et concernant le Pinel, là, désolé aussi, il y a eu un rapport en 2019, un rapport de l'Inspection générale des finances, je lis juste le chiffre, qui dit que 50% des opérations Pinel ont eu un rendement négatif. Donc, il faut faire très très attention lorsqu'on fait de la défiscalisation, et passez-moi l'expression, mais la défiscalisation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas ce qui doit c'est pas ce qui doit vous driver, je trouve que c'est en français, pardon. Non, mais c'est pas le premier objectif. En fait, c'est pas le premier. Voilà, ça doit pas être le premier objectif. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christophe. Et puis reposez-vous bien. Voilà, et merci d'avoir accepté quand même ce direct. Voilà, compte tenu de votre état et qui, je l'espère et j'en suis sûr, va s'améliorer. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, chers internautes, nous, on va continuer et on va faire une petite pause courte où vous allez voir plein de vidéos super sympas qui vont vous aider à bien gérer votre épargne. On va passer à un atelier où on va s'intéresser à la défiscalisation, mais cette fois-ci via l'immobilier locatif. À tout de suite. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.